l'école, j'ai toujours triché. Toute ma vie, j'ai triché dans tous les tests. Pour tous les trucs appris par cœur, j'ai toujours dit, moi, vous m'apprendrez rien. Vos machins, je sortais mon téléphone, ça marchait très bien. Plus t'as de gens, plus t'auras des branleurs, plus tu multiplies le nombre de personnes, plus t'as de chances d'avoir des gens qui sont pas du tout alignés. Exemple concret, j'ai fait un concept JavaScript en 5 minutes, qui a bien marché. Du coup, j'ai refait ce concept pour tout ce qui existait. J'ai fait des concepts de merde 35 fois. Par exemple, un truc technique en 10 minutes. Tout le monde m'a dit ça va trop vite, c'est chiant. Bon, je vais arrêter de le faire parce que de toute évidence, si je raconte des trucs trop techniques en 10 minutes, c'est compliqué. Donc, je suis arrivé vraiment en mode bulldozer dans mon marché. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait plus de tweets que tout le monde, plus de vidéos que tout le monde et des prix plus élevés que tout le monde. J'ai lancé mon cours Begin React, j'ai fait plus de 100 ventes à 100 euros, ça fait 10 000 euros. Et j'ai dit, bon, mon job, c'est bien marrant, mais peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Bonjour, je suis Stéphane Zambo. Dans ce podcast, je pars à la recherche des personnalités inspirantes qui ont su craquer le code du web. Chaque rencontre vous donne les clés pour vous aussi construire quelque chose d'unique. Bienvenue dans le code du web. Si. Hello Melvin, comment tu vas? Hello, bien et toi? Ça va, merci. Tu es développeur et créateur de contenu. Tu vis à Ouais. Bali de ta passion. Du coup, tu incarnes le rêve de nombreux entrepreneurs qui partent vivre sur une île. Ce qui t'a permis de faire ça, c'est que tu as accompagné plus de 600 développeurs. Tu as une chaîne YouTube qui affiche plus d'1 million de vues sur plus de 250 vidéos. Donc, ça a encore augmenté. Là, j'ai vu, t'en sors pas mal. Félicitations. Merci. Tu es aussi le fondateur du Club du Lynx, qui est une newsletter qui inspire chaque semaine 12 000 développeurs. J'ai bien aimé ta tagline qui est gagner en confiance et en performance. Et en parallèle de Merci. ça, j'ai vu que récemment, tu étais en pleine effervescence sur le lancement de projets SaaS. Du coup, dans cet épisode, j'aimerais voir comment tu es passé du statut de salarié à freelance à la création de contenu et comment tu te lances aussi dans le SaaS maintenant, les déclics qui t'ont permis de passer chacune de tes étapes, les défis, les réalisations qui t'ont permis de surpasser tout ça. J'espère aussi à la fin avoir un peu de temps pour finir sur un peu rêve et que tu nous parles de Bali. Ça te va comme plan? Avec plaisir. Ça me va très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Tu aides ta communauté à devenir un pro du web, mais qu'est-ce que c'est un pro du web? J'ai eu un grand moment de refactor par rapport à ces taglines. Avant, j'essayais plus de trouver des phrases intéressantes. Par exemple, quand j'ai sorti Begin React à l'époque, j'ai dit arrête de douter et viens dompter React. Donc, c'était très abstrait, tu vois. Ça voulait pas dire grand-chose et donc on a cette notion de doute, on a cette notion de dompter, mais c'était pas clair. Et en m'informant un peu, je me suis dit qu'il fallait que je donne plus de compréhension sur ce que le gars allait avoir. Et donc je me suis dit qu'est-ce que les gens veulent, quels sont les mots intéressants. Et donc j'ai remplacé avec la majorité de mes pages. Maintenant, si je regarde des trucs du style avec Next.React, je crois, c'est là où je dis deviens un pro de l'écosystème React. Qu'est-ce que c'est un pro? J'ai envie de dire, c'est dans son sens littéraire, donc professionnel. Et un professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de tout savoir par cœur, mais il est capable de réaliser des choses en utilisant des outils sans avoir besoin de demander de l'aide toutes les 5 minutes. Euh, Quelqu'un qui sait se débrouiller. Moi, c'est ça que j'essaie de donner, c'est de l'autonomie. C'est pour ça que mes cours sont assez compliqués parce que j'ai tendance à demander aux gens de faire des recherches. C'est-à-dire que je leur dis souvent, c'est ma pédagogie, je vais leur dire réalise ce site-là avec YouState par exemple. Mais le gars, je lui ai pas encore expliqué YouState. Donc il va devoir faire ses recherches, faire son autonomie, ce qu'un professionnel fait généralement, parce que si un gars tu lui dis utilise déploie mon site sur Vercel et que tu sais pas utiliser Vercel, il y a un moment, tu vas devoir apprendre à l'utiliser. Donc, c'est ça que j'essaie de donner, cette compétence d'un professionnel qui va savoir se débrouiller tout seul et réaliser des tâches sans l'aide de quelqu'un d'autre. En tant que bon professionnel, tu vas dire, OK, ça marche, je vais le faire. Et tu vas passer la porte et tu vas dire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en tout C'est cas, je vais le totalement ça. tu as une approche beaucoup plus autonome, ça devient de ton parcours. Comment t'expliques ça? Que tu as envie que les gens l'apprennent de cette façon? Est-ce que, effectivement, ça peut venir de mon parcours? Moi, j'ai toujours été très autonome et pour l'histoire, j'ai fait un équivalent de l'alternance en Suisse.
Donc ici, en Suisse, ça s'appelle un apprentissage. Mais dans mon apprentissage, j'ai vraiment été balancé comme ça. J'avais donc un apprentissage alternance. Le but, c'est d'apprendre en collaboration avec des salariés qui sont tes collègues. Moi, vraiment, on m'a mis sur des sujets, par exemple, fais ce site-là, et je voyais mon maître d'alternance toutes les semaines, une fois par semaine pendant 1 heure. Et C'était pas beaucoup. toutes les autres heures, c'était moi qui faisais tout seul. Et une fois par semaine, je lui posais des questions et j'arrivais. Et donc j'avais peu d'aide, c'était la volonté. J'ai suivi des cours, j'ai suivi des trucs, je me suis débrouillé, j'ai fait les choses de manière horrible. J'ai refactor mes sites plein de fois. Et je trouve que c'est comme ça que j'ai le plus appris que quand j'étais à l'école et qu'on me racontait et voir un gars. Je vois des fois moi je suis assez, quand je vois certains cours de formation qui parlent pendant 1 heure et tout, moi ça m'ennuie un point. Je peux pas tenir 1 heure devant un gars qui parle, moi, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette approche pratique. Surtout, j'ai l'impression, pour certains types de profils, que tu en retires plus à la fin que quand on te dit juste des infos. Ouais, comme tu l'as dit, comme pour certains types de profils, ça dépend énormément. Mais moi, je sais que par exemple, c'est pareil, quand tu essayes de m'expliquer quelque chose et que je vois que ça va prendre des heures et que t'expliques chaque truc, j'ai envie de te dire, vas-y, abrège, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Et il y a d'autres personnes, j'essaye de leur expliquer de la même façon et ils trouvent que je suis un horrible pédagogue. Il faut vraiment Ah, arriver à trouver ce qui est adapté. c'est compliqué et c'est un équilibre très compliqué parce que du coup, effectivement, dans la page, déjà, les gens n'arrivent pas à s'auto-analyser et donc il faudrait que je dise, il faut que tu représentes cette liste-là de critères pour rejoindre mon cours. Évidemment, personne n'arriverait à se dire ah oui, je corresponds à ça ou pas. Et du coup, les seuls avis négatifs que j'ai, c'est des gens qui me disent c'est trop compliqué. Mais si c'était trop simple, ce serait un problème. Donc je préfère qu'un gars me dise que c'est trop compliqué, dans le sens, il va falloir bosser. Et les gens et les formations en général, le but, c'est que tu suis le cours, le mec il te dit écris console log, et le mec écrit console log. En fait, il n'y a aucune friction, tu fais juste ce qu'un gars te dit, ou le pire. Et donc c'est clair que tu crées de la friction, tu vas filtrer automatiquement une partie des gens qui soit ne correspondent pas, soit sont pas assez dans ce mindset-là. T'étais un bon étudiant? Moi j'étais un très bon étudiant, ouais, mais j'ai été moyen. Toute l'école j'ai toujours triché. Toute ma vie j'ai triché dans tous les tests. Pour tous les trucs appris par cœur, j'ai toujours dit, moi, vous m'apprendrez rien. Vos machins, je sortais mon téléphone, ça marchait très bien. Mais après, tout ce qui était quand il fallait utiliser de la logique, genre pour des tests de maths ou d'histoire ou d'économie, où on te raconte une situation, là, j'ai toujours été des très bonnes notes dans tout ce qu'il faut. Je suis très logique, quoi. C'est mon truc. Et je déteste qu'on me donne 10 quoi faire. Et donc, quand on me disait d'apprendre des dates par cœur de la création de la Suisse, j'écrivais ça sur mon téléphone. C'était beaucoup plus simple de copier mon téléphone sur le test. On est beaucoup à être passé par là. Du coup, tu peux nous en dire plus? Donc, t'es étudiant, t'es en apprentissage, et qu'est-ce qui se passe après? Après, quand je commence à être développeur après ça dans la même entreprise, euh, et ben, je commence à trouver que, en fait, j'ai arrêté d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mon collègue, mon maître de stage que je disais avant, une fois au resto, il me dit, franchement, t'es sûrement meilleur que les autres collègues. Dans le sens, t'as sûrement plus de compétences que plein de gens qui sont là et qui sont des profils beaucoup plus seniors, etc. dans l'entreprise. Et du coup, en fait, c'est pas que j'ai arrêté d'apprendre, mais tu stagnes beaucoup plus, tu commences à faire le daily job d'entreprise. Et en même temps, il y avait le Covid. Et donc, on se voit même plus. Donc, quand tu es en entreprise, quand tu te vois, il y a quand même une sorte d'effervescence où tu es content parce que tu vois tes collègues que tu aimes bien. Après le Covid, je commençais à moins avoir ce genre d'interaction. Puis, je commençais à moins voir mes potes parce que je ne m'étais pas fait vacciner. Donc, ils sortaient en bar et puis moi, je pouvais plus y aller. Et donc, tout ça et des rencontres m'ont motivé à essayer de faire quelque chose de moi-même. Et j'ai donc commencé à créer du contenu. D'accord. Ouais, vas-y. Le déclic de la création de contenu, ça a été de te dire, je veux en faire quelque chose après. Tu savais pas encore quoi, mais première étape, avoir de l'attraction avec du contenu. C'est ça? Exactement. Ouais, je veux faire autre chose, je veux faire plus, je veux apporter des trucs. Et donc, créer du contenu, de toute évidence, peu importe ce que tu veux faire, même si c'est pour devenir freelance ou quoi, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu à ce moment-là. Et là, tu le fais en parallèle de ton job?
Ouais, exactement. Ça dure combien de temps cette phase? Tu fais tout en parallèle? Cette phase a été assez intéressante parce que ça a dû durer 6 ou 7 mois, 7 mois. Donc j'ai commencé en mai jusqu'à décembre et puis dans cet espace de temps, j'ai déjà eu beaucoup de traction. Donc je faisais déjà des vidéos YouTube, Twitter et c'est tout. Et j'avais lancé déjà Begin React donc en novembre. Donc tout ça a créé une dégringolade où je suis passé de quelqu'un de productif à quelqu'un qui travaillait plus beaucoup. Si tu vois ce que je veux dire, c'est qui a mis la première et qui commence à aller en mode voiture de golf, quoi. Donc c'était pas recommandé de faire les deux en même temps. Et ce qui a mené à pas mal d'embrouilles et du fait que je voulais partir. Et donc j'ai quitté l'entreprise fin Et, décembre de cette année-là. et Donc au ça en moment où fait en tu six quittes, mois, 6 mois j'ai quitté ma boîte. et au moment où tu quittes, tu génères déjà des revenus? Et voilà, donc j'avais lancé Begin React et ça m'avait généré le premier cours que j'ai lancé, en sachant que j'avais aucune compétence en marketing, rien, donc j'avais dû tout apprendre. Donc pendant ce moment-là, j'avais tout appris dans des livres, je m'étais formé. J'étais quand même un sacré rat, donc pas avec des cours en ligne, mais vraiment des livres que je téléchargeais sur Kindle. J'en ai Exactement. téléchargé plein. Et j'ai lancé mon cours Begin React. J'ai fait plus de 100 ventes à 100 euros. Ça fait 10 000 euros. Et j'ai dit, bon, mon job, c'est bien marrant, mais peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Tu switches complètement et tu passes plein de temps. Et t'avais combien d'abonnés à ce moment-là? Tu te rappelles? Je pense que sur YouTube, je devais pas en avoir plus de 2000, moins de 2000. Et sur Twitter, je devais en avoir peut-être 8000. Ok, donc c'est plus Twitter qui t'a permis de convertir, tu penses? Twitter m'a permis de faire décoller ma chaîne YouTube et je dirais que ce qui a converti le plus de personnes, c'était le fait de voir mes vidéos YouTube et que j'arrivais avec un angle totalement novateur, avec des schémas, des explications différentes, une manière d'expliquer différente et donc les gars adhéraient à ce que je pouvais proposer dans mes contenus YouTube, ce qui a fait que derrière, ils étaient intéressés à avoir le cours payant. Ouais, c'est hyper rassurant parce que ça laisse pressentir qu'avec une petite communauté, tu peux arriver quand même à monétiser et tu vois, t'es pas obligé de faire du contenu pendant 5 ans et d'atteindre une grosse communauté pour arriver à t'extraire de ça et à te lancer à plein temps. Ouais, non, c'est clair, hein. J'en connais du coup depuis qui ont suivi en comment des abonnés totalement ahurissants. Il y en a un ici qui a 700 abonnés sur Insta. Donc 700 abonnés sur Insta, il vit de ça avec des sommes intéressantes. Il y en a d'autres qui vivent de coaching ou de je sais pas quoi avec encore moins d'abonnés. Donc ouais, il faut pas une grosse communauté. J'ai l'impression que passer du point de vue employé à freelance, ça se fait plutôt facilement. Tu vois plus d'argent, moins de temps passé, plus de liberté, tu vois. Et par contre, passer de ce cercle-là au cercle création de contenu où c'est beaucoup plus sur du long terme, quoi. Tu vois, quand tu fais une vidéo aujourd'hui, ça te prend du temps et si tu avais fait de freelance pour le même temps, tu aurais gagné plus d'argent à l'instant T, quoi. Donc, il faut vraiment planifier, de se dire que c'est vraiment de l'investissement que tu fais au long terme et tout le temps. Ça m'a apporté beaucoup sur le moment. Comme j'aime bien dire, je suis arrivé vraiment en mode bulldozer dans mon marché. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait plus de tweets que tout le monde, plus de vidéos que tout le monde et des prix plus élevés que tout le monde. Quand je suis arrivé avec mon cours Begin React qui coûtait 100 balles, tous les autres cours français se vendaient entre 10 et 40 euros. Je suis arrivé plus cher, avec un marketing mieux fait, une philosophie différente, et donc j'ai all-in là-dessus, mais en mode vrai bulldozer. C'était vraiment pas en mode c'était ça, je pouvais pas faire d'autres choses à côté parce que j'ai tellement fait de choses, c'est-à-dire qu'au début d'année aussi, j'ai créé ma propre plateforme de formation de A à Z avec des élèves que j'ai commencé à migrer dessus. Et donc en même temps, je créais une formation et en même temps, je créais du contenu. Et donc j'étais vraiment sur beaucoup de fronts en même temps qui me laissaient aucune place. Mais après, tu as des résultats quand même assez concrets, assez vite, qui laissent pas trop place au doute. Et comment tu t'es organisé du coup pour avoir tes étudiants, ta plateforme, le contenu à créer? Ça ressemblait à quoi tes journées, tes semaines à ce moment-là? Ça n'a jamais changé, je suis quelqu'un de très habitué. Quelqu'un qui fixe des règles et après je fais mes règles presque tout le temps. Donc j'ai toujours le même template. Tous les débuts de semaine, j'éparpille mes tâches avec lundi plutôt libre.
Ça dépend les priorités. Donc, des fois, ça va être du code, des fois, ça va être de la formation, des fois, ça va être d'autres choses. Mardi, c'est toujours formation. Donc, aujourd'hui, par exemple, les mardis, j'ai que fait d'information, création de formation. Mercredi, ça va être que du code. Donc là, ça va être création de code, SaaS, amélioration de Codelive, la plateforme. Jeudi, ça va être que vidéo YouTube. Donc, toute la journée, je fais des vidéos YouTube. Vendredi, c'est marketing avec un sens très large. Donc, ça peut être coder une page de présentation. Quand j'ai codé la page de Begin React, que je fais toutes mes pages à la main, bah ça va dans la journée marketing et pas dans la journée code parce que c'est beaucoup moins technique. C'est plus du design, de la réflexion, du texte, etc. Samedi, c'est encore une fois une journée libre où souvent je prends congé quand j'ai envie. Et dimanche, c'est la journée création de contenu, Twitter et LinkedIn. Et ça, je fais ça depuis 1 an et demi, quoi. Très moine. Tous les Étape jours. par étape. Et de ce que j'avais vu, tu es plutôt centré sur tu travailles tous les jours, mais tu as des journées qui s'arrêtent plutôt tôt. Oui, voilà. Alors, je travaille tous les jours. Des fois, je travaille pas le samedi. Ça dépend si j'ai des trucs à faire. Mais et après, je suis assez libre. C'est-à-dire que le but, c'est de travailler le matin, de 8h à 1-2 heures, en mangeant un moment. Puis après, l'après-midi, souvent, je vais à la salle de sport. Et après, je vais au spa qui est à côté de la salle de sport en ce moment. Ça change des fois. À l'époque, je faisais autre chose. Ça dépend les endroits où tu es. Est-ce que tu conseillerais maintenant à quelqu'un qui veut se lancer de faire pareil que toi, d'y aller en mode bulldozer, d'y aller à fond et d'essayer de faire mieux que tout le monde, plus cher, d'y aller comme ça? Ou est-ce qu'avec le recul, maintenant, tu ferais les choses différemment? Oui, moi, je pense que si t'as la liberté de pouvoir le faire, si t'as l'envie de vouloir le faire, si t'as une grande conviction et que t'aimes ce que tu fais, c'est intéressant d'y aller en mode bulldozer pour faire plus et mieux que les autres, quoi. De toute façon, c'est au début, ça dépend de ta niche, ça dépend de ta manière d'être, ça dépend le temps que t'as, mais c'est plus compliqué de réussir avec la qualité, alors de prendre 1 mois pour faire ta vidéo parfaite, que de réussir avec la quantité. Donc, si t'arrives avec de la quantité qui reste qualitative, mais on pourrait prendre des exemples comme Ego sur YouTube, lui qui est arrivé avec de la très grande qualité, avec des vidéos YouTube millimétrées qui doivent prendre 1 semaine de taf à temps plein pour 8 heures par jour pour faire une vidéo. Ou moi, je suis arrivé dans une niche beaucoup plus petite et pas avec les mêmes résultats qu'Ego, qui suis arrivé avec des vidéos toutes les 2 semaines, faites rapidement, montées rapidement, etc. Et effectivement, ça te permet de donner l'impression aussi aux gens que tu es là depuis super longtemps, parce qu'ils ont plein de vidéos, ils peuvent scroller, ils sont recommandés, ils te voient sur un réseau, etc. Donc même si tu fais des SaaS, voilà, faut pas avoir peur aussi. Ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posts. Moi, avant d'avoir réussi sur Twitter, où j'ai eu ma première audience qui a augmenté, j'ai commencé sur Instagram où j'ai posté plus de 60 vidéos verticales avec un compte qui est toujours maintenant à 800 abonnés. Alors que je cross-post mes shorts dessus, donc ça marche pas du tout pour moi. Et j'aurais pu m'arrêter à ce moment-là et me dire bon bah voilà, c'est ce que je vois beaucoup de personnes faire, c'est j'ai fait une vidéo qui marchait pas, j'ai aussi posté une vidéo à l'époque qui avait fait 5, 10 vues, qui avait pas marché du tout, et j'aurais pu me dire bon bah c'est bon, j'arrête tout et puis je retourne dans mon truc. Cette énergie que tu as mis qui a fait la différence, c'est le fait que tu aies poussé et que tu aies continué et que tu n'aies pas lâché, qui t'a permis de passer ça. Ouais, c'est le fait d'être arrivé avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de détermination et en faisant les choses de manière religieuse. Je suis pas pour la motivation, je suis pour l'obligation. Les gens que j'aime bien, c'est ceux qui font les choses même quand ils ont pas envie, même quand il y a rien qui se passe bien. Je suis arrivé, j'ai dit je créerai un thread par jour sur Twitter. Point final, point à la ligne, il y aura pas d'histoire, il y aura pas de débat. Ça va être un thread par jour et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois et ça a marché, quoi. Comment tu arrives à analyser que tu ne commets pas tout le temps les mêmes erreurs? Parce que tu sais, tu pourrais être très bien en mode j'en fais un par jour, mais si tu fais le même genre de thread qui marche pas pendant toute ta vie, ça va jamais marcher, tu vois. Comment tu arrives à aller tester des choses au fur et à mesure pour être sûr de prendre un spectre plus large et du coup d'avancer, quoi, d'aller dans la bonne direction? Alors à l'époque, je dirais que c'est si tu le fais day to day,
Les réseaux sociaux, ça a une sorte de système de machine à sous, sauf que c'est pas aléatoire, mais c'est un peu le même concept. On pourrait dire jouer au poker, je sais pas quoi. Essaie de faire un truc, tu vois que ça marche, tu continues dans cette direction. Si tu essaies de faire un truc que tu vois que ça marche pas, tu vas pas. Exemple concret, j'ai fait un concept JavaScript en 5 minutes qui a bien marché. Du coup, j'ai refait ce concept pour tout ce qui existait. J'ai fait des concepts de merde 35 fois. Par exemple, un truc technique en 10 minutes. Tout le monde m'a dit ça va trop vite, c'est chiant. Bon, je vais arrêter de le faire parce que de toute évidence, si je raconte des trucs trop techniques en 10 minutes, c'est compliqué. Donc, il faudrait que je trouve des trucs très simples à faire en peu de temps et ça, les gens, ils aiment bien. Ça va plus droit au but. Donc, la technique, c'est plutôt d'essayer de faire day-to-day au début. Donc, maintenant, je dis que je crée tous mes contenus le dimanche. Donc, c'est plus dur de réussir à améliorer petit à petit parce que tu fais beaucoup plus d'un coup. Mais au début, en faisant du day-to-day, bah, t'es un peu comme au poker, bah, soit tu gagnes des abonnés, soit tu gagnes de l'attraction, soit t'en as pas. Et puis quand t'en as pas, bah, tu changes. T'as une équipe aujourd'hui avec toi, du coup? Et une monteuse vidéo qui fait tous les montages de mes vidéos YouTube et des vidéos courtes. Et j'ai une sorte d'assistant développeur. J'ai beaucoup de demandes comme ça, mais il y en a un qui m'a tenu mon attention, qui est une personne qui répond aux problèmes que j'ai sur Discord, aux problèmes de mes leçons, qui me remonte les bugs qu'il peut y avoir. Et ça permet d'avoir un premier filtre qui me fait gagner du temps à la réponse aux questions basiques. Bien. Du coup, ça te libère un peu plus de temps et tu as pu refaire des choses que tu faisais plus ou tu as pu te réorienter sur des projets que tu n'avais pas le temps de faire ou alors tu prends ce temps pour du temps libre. Tant plus je fais de choses, ça c'est le syndrome de l'entrepreneur un peu, c'est de pas laisser beaucoup de le temps libre, mais non, je crée beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'avant, pour créer un cours, il me fallait moi full time pour le montage, pour le machin, pour la création, etc. Tandis que maintenant, moi, je vais faire l'idéation, la mise en forme et les vidéos. Derrière, ma monteuse, elle monte mes vidéos de formation et les publie sur ma plateforme. Et derrière, mon assistant, il va remplacer les vidéos de formation dans la formation. Il va corriger l'orthographe de mes textes avec une application que j'ai créée qui va corriger l'orthographe de mes leçons. Il va corriger l'orthographe de mes leçons, il va les publier, les nommer, les ordonner, les placer dans mon cours. Et donc moi j'arrive à la fin, moi j'ai un repo GitHub où j'écris mes leçons en Markdown. Et à la fin, quand tout le process est bien, et bah ma formation est publiée, est prête, et puis je peux continuer. Donc je gagne plein de temps là-dessus. Puis avec le temps que je gagne, moi je crée plus de choses. Donc, par exemple, je crée des applications, je fais plus que Tu essayes de créer des produits SaaS, c'est ça? de créer un petit peu des petites applications, pour s'apparenter à ça pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est quand même assez amusant de créer ce genre d'application, tu refais des machins. Et la deuxième raison, c'est que je pense que d'ici le trend américain est arrivé depuis un petit moment, on va dire depuis 5 ans. Je pense que d'ici 5 ans, ce sera le trend français de la mort qui tue. Donc autant essayer de se placer dans ce sujet le plus vite possible afin d'avoir une sorte. Pour ça, il faut créer des choses. Et le troisième, évidemment, c'est que j'ai l'objectif de réussir un truc là-dedans. Pour l'instant, je suis mal parti parce qu'avec les projets que je fais, c'est target. C'est plus des projets plaisir. Et en l'occurrence, un double tranchant, c'est que je crée une formation qui s'appelle Next AI pour créer des applications avec l'IA. Et donc, je m'amuse à créer des SaaS que je fais en cours dans ma formation. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des trucs simples. Donc, en l'occurrence, je crée des SaaS que je publie. Je fais le lancement comme si c'était un truc à moi. Mais ils ont été réfléchis de base à but pédagogique, donc avec des logiques pédagogiques, etc. derrière. Et c'est pour ça que c'est des trucs qui sont souvent B2C, c'est beaucoup plus simple à faire. Mais si à terme, je voudrais vraiment faire ça, et je suis en train de réfléchir là-dessus, et je vais d'ailleurs envoyer une newsletter là, dans 2h10, où j'ai décidé de consacrer, pour moi, au meilleur produit que je peux avoir, parce que je me suis dit, il faut que je fasse des trucs B2B, parce que le B2C, de toute façon, c'est infernal et super ennuyeux. Mais l'objectif, là, d'ici 2-3 mois, en lançant mes autres projets, donc ça, c'est un des genres de projets que j'ai plus de temps maintenant, c'est de sassifier à 700% la plateforme Codeline, la plateforme de formation. Je sais pas pourquoi, j'ai fait plein de petits projets, puis je suis revenu, puis je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un produit B2B, qui, s'il est bien construit, peut parler
au formateur dans le code, qui peut parler à Tu tous veux les toi, humains. en ce moment, tu vois, t'as vu la news passer avec Alex Hormozy? Avec School, ouais, Ouais, exactement, donc un c'est aspect c'est un communautaire. sujet très très hot du moment. Ouais, justement, c'est déjà un truc qui brasse énormément d'argent, qui va embrasser encore plus. C'est génial ce genre de marché, parce que même si c'est un marché qui a énormément, moi j'arriverai avec une plateforme très nichée pour les développeurs. Et le concept, c'est vraiment la plateforme de formation pour les développeurs avec des playgrounds, avec le fait de pouvoir intégrer des dessins Excalibur, le fait de pouvoir intégrer tous ces éléments-là. Et donc ce serait très niché dans ce sujet-là, avec une expérience faite pour cette cible précise. Et, euh, et donc, voilà, un truc qui marche déjà, plateforme de formation, dans un truc niché, développeur, et ben en fait, théoriquement, ça a plus de chances. Quelles sont les techniques qui te permettent de ne pas tomber dans le travers des développeurs qui va être de mettre 95% de l'énergie sur du code quand tu pars sur un SaaS comme ça et pas sur le marketing, sur tout ce qui va après, sur promouvoir le SaaS, sur travailler son pricing, sur l'acquisition. Ouais, alors pour l'instant, j'ai un énorme problème, c'est que la plateforme elle a été créée pour moi. Et je l'ai quand même créée dans un sens où c'est pas il y a beaucoup de plateformes de formation créées par des développeurs qui sont souvent juste des fichiers Markdown, c'est une sorte de blog privé, on va dire. Un blog avec un pricing. Moi, c'est déjà tout préparé pour que ce soit modulaire, etc. Mais l'interface utilisateur sur une échelle de 1 à 10 par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est à 2, tu vois. C'est vraiment pour moi, il y a des trucs, c'est moi qui sais ce que c'est, donc il y a un gros travail de développement de base juste pour simplifier, recadrer, etc. Une fois que c'est fait, je pense par rapport à moi, et c'est toujours, et je pense que je suis pas la personne la plus expérimenter là-dessus. Et donc pour le marketing, je sais comment faire, marketing de formation. Pour le marketing de SaaS, j'ai encore du boulot. Le moyen le plus simple, ce serait à terme d'attirer déjà des premiers clients français. J'ai déjà 2 autres collaborateurs qui sont sur ma plateforme, mais que je suis en contact direct et qu'en l'occurrence, je prends un pourcentage, je suis une sorte de prestataire de service pour eux et je prends juste un pourcentage qui me donne fixe sur ce qu'ils font. Donc j'en ai déjà 2. Et le but, ce serait déjà d'attirer des gens dans la communauté francophone en mode, bah voilà, des gens qui créent déjà du contenu, de les targeter eux. Et après, effectivement, c'est un vrai boulot. Et à Bali, j'ai la chance de rencontrer quelques SaaS makers, quelques personnes qui sont dans le marketing side. C'est vrai que je me dis, eux, ils sont à temps plein là-dessus pour chercher des gens, pour faire des sponsors. C'est un vrai, c'est un sujet qui est deep et je pense qu'il faut faire un peu la même stratégie que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, pour donner le conseil qui donne de la valeur après toute cette réflexion, euh, ce serait de se donner un jour. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, je code. Jeudi, vendredi, samedi, je fais du marketing. Et c'est tout. Il n'y a pas de blabla. C'est jeudi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Je fais que du marketing. Il n'y a pas de code. Il n'y a rien à faire en code. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est réfléchir et agir dans ces 3 jours. Je pense que c'est peut-être la meilleure méthode. Moi, j'aurai qu'un seul jour puisque je vais aussi créer du contenu. Mais celui qui a plus de temps, il peut prendre 3 jours. Et tu penses à de l'association comme ça, te mettre en association avec quelqu'un qui, lui, porterait fortement de cette partie acquisition marketing? Non, mais il faudrait vraiment que je tombe sur quelqu'un qui me donne un effet waouh, ou qui, voilà, je cherche très rarement des gens. Moi, j'attends des gens qui me font cet effet. Généralement, en 10 minutes de discussion, j'arrive à voir qu'un gars me donne un effet waouh. Ce gars-là, il a compris des choses. C'est hyper Mais intéressant. si je Comment rencontre quelqu'un tu comme crées ça, un effet waouh? comment créer un effet waouh? Je sais pas, c'est quelqu'un qui va avoir, c'est très au feeling, donc il y a plein de profils différents, mais c'est quelqu'un qui va avoir des idées, qui va partager une vision, qui va partager des choses, des expériences intéressantes. Mais je pense pas qu'il y ait une théorie d'effet waouh. Je pense que ça dépend beaucoup des profils qu'il peut y avoir, mais j'ai pas trop de réponse à cette question. C'est très au feeling, c'est émotionnel aussi. C'est est-ce que tu as une connexion avec le gars? Est-ce que tu sens que tu as envie de passer beaucoup de temps avec lui? Donc peut-être que tu peux faire, moi-même, je peux faire l'effet waouh à certaines personnes. Lui, ça peut aller un peu au feeling que j'ai eu, et d'autres personnes où ils peuvent se dire c'est qui ce sale con qui reste dans son coin, comme j'ai tendance à faire.
Ouais, une compatibilité, ouais, je vois bien. Ouais, super, parce que en effet, l'association sur quelque chose comme ça pourrait être gagnant-gagnant, tu vois. Tu pourrais vraiment te focaliser sur la plateforme, ça permettrait de sortir plus vite, ça pourrait être un point Ouais, intéressant. après, moi, j'ai beaucoup de casquettes, j'ai beaucoup de jobs. Maintenant, je me suis créé ce propre écosystème de travail, hein, et ses propres contraintes. Je peux pas arrêter, mais oui, on est d'accord. Mais je sais pas, il chercher quelqu'un en mode, ah oui, qui veut être mon associé. Complètement. Complètement. Et puis après, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise de travailler seuls. Il y a des gens qui soient forcément en équipe. Ça, c'est un choix individuel qui se ressent, quoi. Tu commences à te Ouais, connaître, quoi. Quand tu travailles, avec le temps qui passe, tu vois dans le genre de situation où tu travailles bien ou tu travailles pas bien. c'est dur. Oui, effectivement, c'est vrai que tu t'en rends compte. Ouais, complètement. Moi, par exemple, je, je travaille très mal dans des grosses équipes, tu vois. Moi, le binôme, c'est le truc parfait, tu vois, Ah, pour moi. Mais ok. tu vas me mettre dans une grosse équipe, ça va plus être assez, il va plus y avoir assez la capacité d'aller en mode bourrin, tu vois, pour que Oui, je ça suis passe. d'accord. Et la démocratie et la négociation surtout, ça muse, tu vois. Je trouve que tu as un capital d'énergie à attribuer et dans un projet, 50% de ton énergie déjà, c'est de la négo pour savoir ce que tu dois faire. C'est compliqué. Je suis d'accord. Et puis, plus t'as de gens, plus t'auras des branleurs, plus t'auras des gens. C'est dur. Plus tu multiplies le nombre de personnes, plus t'as de chances d'avoir des gens qui sont pas du tout alignés. Tandis qu'à deux, bah, soit t'as 100%, soit t'as 50%, mais tu peux pas avoir. C'est ça. Aujourd'hui, tu génères combien avec ton business par an? Tu peux dire, je réponds pas à cette question. Je suis pas encore prêt à répondre à cette question parce que on va dire, c'est simple à calculer et j'ai un article de blog qui détaille ça. J'ai beaucoup de détracteurs sur les réseaux et je leur donnerais trop à manger si je dis ça. Ils sont déjà assez sur mes côtes H24 que là, ils vont avoir de quoi bouffer pendant des mois, donc c'est mieux de pas leur dire. Comment t'expliques ça, du coup, que t'aies beaucoup de détracteurs? Parce que j'ai été un détracteur et il y a des gens qui aiment passer leur vie à faire chier le monde. Moi, j'ai été parmi ces gens-là à l'époque. Donc, je sais ce que c'est, tu vois. J'ai la vision, j'ai été un vrai hater sur les réseaux. Quelqu'un qui a pas beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que quand t'es dans cet état-là, t'es juste une merde qui fait chier le monde et tu prends beaucoup de plaisir à ça. Et à l'époque, bah, j'étais cette merde-là. Après, évidemment, quand tu crées ce contenu-là, bah, t'attires des merdes. Et ces merdes, elles passent leur vie à te faire chier le monde. Et donc, quand t'es sur leur chemin, automatiquement, peu importe ce que tu fais, même si c'est super bien, surtout quand tu gagnes de l'argent, surtout quand t'es dans un marché de développeurs qui ont une mentalité de base très open source, très communautaire, très peaceful. On offre, on n'est pas là pour l'argent, etc. Quand je regarde le marché des formations, et notamment avec Graphic Art, avec Tutoriel Vidéo, la discussion qu'on a eue avec eux, c'est que je trouve que le marché des formations sur le développement, il est anormalement pricé bas comparé à tous les autres marchés de formation que je vois. C'est Oui, on est impressionnant. d'accord. Tu vas faire une formation pour être community manager beaucoup plus simple que pour apprendre à coder, beaucoup moins de travail, etc. Tu vas la vendre 2 000 euros. Pourtant, les salaires à la sortie seront plus faibles, tout sera plus faible. Et pour autant, une formation de développeur avec un travail beaucoup plus énorme, avec un salaire de sortie qui peut être beaucoup plus énorme, va se pricer 100 euros. Tu vois, c'est assez 100 impressionnant de voir ça. euros, t'es gentil. Bon, Graphic Art, lui, il donne ça à la charité. Et d'autres personnes qu'on pourrait citer, qui sont connues sur YouTube, pour la majorité, ils vendent ça entre, je t'avais dit, 0 et 50 euros. Donc, ils sont arrivés sur des trucs très bas. Et même eux, ils sont trop chers. Et même eux, sur ce genre de communauté, se font insulter parce qu'ils essaient de faire des trucs, parce qu'ils vendent. Enfin, c'est assez automatique chez une partie de la communauté. J'ai vu des messages. J'ai lancé mon truc, ma boilerplate, que t'as peut-être vu, avec une sorte de formation boilerplate. Et sur des machins, ils disent non mais moi, je donnerais ça gratuit, c'est pas normal, c'est trop cher. C'est vraiment un connard pour vouloir donner ça, et ils vendent ça à des gens qui en ont pas besoin. Parce que vraiment, ils ont une mentalité de personnes qui ont rien compris au marché du monde, quoi. La niche business, tu te dis, les formations sont très chères parce que ils te mettent en parallèle, tu vas faire des millions, tu vois.
Mais il y a plein de niches, même sur le bien-être, sur des choses comme ça, où ça reste super élevé. Et comparé, ça n'a pas de sens. Mais non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je suis arrivé comme un bulldozer. Derrière, il faut faire. Et donc, en plus, tu parles de la charge de travail. La majorité des formations bien-être, ça va être un truc publié sur Podia en 35 minutes, où ils se filment pendant un maximum de 4 heures. Déjà, c'est long, en train de raconter leur vie et raconter leur machin, avec environ une personne qui arrive à regarder les 4 heures tellement c'est chiant. Et les gars, ils te le vendent ça à 500 euros et tout va bien. Moi, j'ai créé ma propre plateforme de formation. J'ai créé des vidéos. J'ai fait pour Begin JavaScript, par exemple, il y a 9 projets avec leurs solutions, leurs machins. Ça m'a pris des plombes. J'ai une équipe qui travaille pour moi pour faire ça. 2 Sans personnes qui parler qu'il m'aident. faut aussi les maintenir à jour. Parce que moi, j'avais fait des formations sur Udemy et l'enfer des formations quand c'est technique comme ça, c'est que tous les 6 mois, t'es bon pour y repasser et tout remettre à jour parce que tes clients, ils disent, ah, ça marche plus ou cette version, elle est dépréciée. Ou... Et ça, je l'ai eu. L'avantage pour mon cours Begin JavaScript, c'est que j'aurais pas ce problème. Parce que Begin JavaScript change pas trop. Mais pour d'autres cours, React, là, j'attends la version 19 et je compte faire une mise à jour. Après, l'avantage, contrairement à Udemy, des mises à jour, c'est que moi, ça me permet de recréer tout un élan. Et derrière, dans une mise à jour, suivant comment je double le nombre d'étudiants, parce que tu viens rebalancer un marketing, faire tout, remontrer tout ce que tu as fait, recréer une hype. Donc, c'est pas aussi perdu que juste faire une mise à jour pour satisfaire tes clients qui sont déjà là. Tu sais que la mise à jour, ça va t'apporter beaucoup, parce que derrière, tu vas pouvoir envoyer du lourd en mode, j'ai fait tout ça, c'est incroyable. Et donc ça a pas mal marché. Mais c'est vrai que t'as tout ça à faire et les gens s'attendent à des prix totalement délirants, totalement tués. Et pour rebondir aussi là-dessus, donc si t'as fait les cours Udemy, t'as pas eu ce problème-là, mais tu dois derrière faire le marketing. Et les gens comprennent pas aussi que le marketing, c'est un travail. Et comme dans mon titre, deviens un pro de Next.js, machin. Et ils sont à 50% qui vont pas devenir pro, tu vois. Ils sont 50%, ils vont s'encoubler dès la première marche, ils vont se casser toutes les dents et puis ils s'arrêtent. On a direct, tu vois. Mais si j'écris comme titre, tu vas t'encoubler à 50% et tu seras une vieille merde, il y a personne qui veut ça. Tout le monde s'en fout. Donc il y a aussi toute une histoire de marketing que les gens et les Français arrivent pas, et ça c'est un deuxième point compliqué, cette fois sur toute la francophonie, où les gens galèrent à comprendre que t'es obligé de faire un marketing qui donne envie, et c'est ton travail, c'est un bon produit, c'est un produit qui, pour les gens qui sont déterminés, qui suivent et qui se cassent pas la gueule, réussissent, et d'envoyer du lourd niveau marketing. Tu convertis que en email et sur ton site ou tu fais aussi des appels de closing? Non, j'ai fait aucun appel, j'ai fait rien, je suis AFK quoi, je réponds en mail. Ok, c'est plutôt intéressant quand même de pouvoir arriver à convertir comme ça par contre. Surtout que, du coup, je sais pas si tu connais mes prix. Pour parler de prix, mon cours d'Extract, il est vendu au prix plein à 600 euros, au prix en rabais à 50% à 300 euros. Donc, un cours comme ça, un sujet comme ça fait déjà pas mal, quoi. Pour beaucoup de faire ça, on est très loin du graphic art à 5 euros par mois, quoi. C'est Le ça, mec, c'est que arriver à convertir sans call sur des montants à plusieurs centaines d'euros, ça commence à être pas mal, quoi. C'est ça la ouais, différence, c'est voilà. qu'autant que des petits montants en dessous de 100 euros à froid, par des listes d'emails, par des pages web, ça se fait facilement. Autant qu'en général, quand les personnes ont besoin de sortir plusieurs centaines d'euros, elles ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Alors peut-être que c'est la cible du coup développeur qui aide à ça. Non, ce qui aide, c'est les vidéos YouTube. Pour moi, hein. C'est que si t'arrives à créer la majorité de mes clients, ils vont passer par mes vidéos YouTube à un moment ou à un autre, ou ils vont passer par mes cours gratuits. Et le cours gratuit, c'est le meilleur moyen de conversion. Donc le gars, il rentre par mes mails pour récupérer le cours gratuit. Et dans le cours gratuit, il voit 10% du cours payant. C'est rien d'autre que du cours payant mis en gratuit. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de blague, c'est simple. Et donc le gars, il adhère au cours gratuit, il a beaucoup de chances de déjà avoir toutes les infos qu'il a pour acheter. C'est-à-dire, voilà, c'est ça va marcher comme ça. Dans son cours, il dit comme ça. Il n'y a pas de surprise. Et les gens, la majorité des gens achètent, ceux qui m'achètent le plus, ceux qui me donnent le plus d'argent, on va dire, qui achètent presque tous mes cours, parce que quand t'es formateur, t'as beaucoup de gens qui sont totalement fans et qui achètent n'importe quel cours que tu pourrais créer, que je remercie évidemment. Et eux, ils t'aiment via YouTube. Ils t'aiment parce qu'ils vont regarder toutes tes vidéos YouTube, parce qu'ils aiment le personnage, et qu'en fait, ils ont même pas besoin d'appel. Et même quand tu les appelles, parce que moi j'aime bien appeler mes membres qui finissent mes cours, je leur envoie un mail, après on discute.
sens tout heureux en mode, je t'ai regardé pendant des plombs sur YouTube et là, je te parle, ça fait plaisir, etc. Carrément. Trop bien. Allez, je te propose d'aller sur un autre sujet, un sujet hot du moment depuis 1 an. IA et développement web, ça t'inspire quoi? Alors, pour moi, l'IA et le développement web, c'est le meilleur truc enfin, on est les plus chanceux pour moi dans cette histoire. Parce que, déjà, dans le développement web, il y a tout qui est à refaire, il y a tout qui est à réimaginer, il y a tout qui est plus beau, des features que je vois qui sont fantastiques. Tu peux en voir tout le temps, des auto-remplissages de tags. Moi, j'ai une extension super qui, avant, tu sais, t'avais Save to Notion tout pourri où tu retrouves jamais les Ouais. liens. Maintenant, j'ai un Save to My Mind, ça s'appelle. Et avec l'IA, ça vient automatiquement. Donc, en fait, tout ça, c'est des trucs web. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut faire en tant que développeur. Et on a peut-être gratté 10% des choses formidables qu'on peut simplifier et faire plus cool en tant que développeur. Donc pour moi, en tant que développeur, c'est super intéressant. Et pour coder, c'est encore plus intéressant parce que ça permet de créer des trucs plus compliqués sans les compétences. Le marketing, ça te simplifie. Donc en tant que développeur, petite équipe, etc., moi je trouve ça magique. Ça redistribue les cartes au lieu de devoir lever des fonds, au lieu de devoir te faire chier à engager un marketeur. Tu n'auras jamais la même qualité qu'un marketeur, mais moi, avec des phrases générées par ChatGPT dans un lancement Productel, j'ai été troisième, tu vois. Donc, j'ai pas écrit une phrase du machin, j'ai juste bien travaillé et sélectionné les meilleures phrases qu'il me donnait. Et il a écrit des phrases en anglais qui catchaient les gens. Catchline, une tagline ultra impactante, toute bête, mais que j'aurais pas pensé. Donc ça offre beaucoup de possibilités aux gens qui sont peut-être moins doués que moi en marketing, et etc. Et pour les débutants, moi, j'ai intégré l'IA partout sur ma plateforme. T'as un bouton, ça t'ouvre ChatGPT qui a le contexte du cours à gauche, plein de conneries comme ça. Et les gens, ils sont super contents parce que ça aide à la compréhension de tout ce que je peux dire. Satisfait de cette avancée et plutôt confiant sur le futur par rapport à ça. Avant de parler de ton futur, on va faire une petite catégorie de questions que j'aime bien. C'est des questions où le but, c'est que tu répondes hyper rapidement. Et celles-là, je te les ai pas données. Comme ça, il y a un peu d'effet de surprise. Quel est ton raccourci clavier préféré quand tu codes? Comment t'es? Je sais pas, faut ouvrir un nouveau tab. Quelle est la bibliothèque JS la plus sous-estimée pour toi? Bah, Ono, actuellement, qui est sûrement une meilleure alternative que tous les vieux express qui existent, qui est pas encore assez surestimé. Et quelle est la plus surévaluée pour toi? Axios. Très utilisée d'ailleurs. Quelle est la question que tu reçois le plus souvent de la part des développeurs web qui veulent se lancer? C'est dur parce que quand tu me poses cette question, je retiens que les dernières questions qu'on m'a posées. C'est dur de réussir à faire la moyenne et c'est très dur pour notre cerveau de réussir à faire une moyenne sur plusieurs années, mais je pense que c'est mon parcours. Vrai que je dois recevoir le plus longtemps et c'est une question qui peut revenir assez souvent où c'est comment t'as fait. Ouais, ça c'est super chiant en France, ils ont un délire où ils doivent te poser des questions pour avoir leur alternance ou je sais pas quoi. Oui. Et on me pose toujours des questions. Réponds-moi à cette liste de 47 questions sur toi. Non, ça va bien. Ça doit être la question qu'on me pose le plus. Cool. Là, celle-là, c'est ChatGPT qui l'a générée, je l'adorais. Quelle est la chose la plus cool que tu peux faire en JS en moins de 10 lignes de code? Ah ouais. C'est vrai que c'est pas mal compliqué. Mais récemment, le truc le plus cool avec JS que j'ai vu, c'est de créer un globe 3D. Là, il y a une super librairie qui s'appelle Dob, ou je sais pas quoi, en React. Et t'appelles juste le composant React, ça te crée un globe comme ça, super stylé. Tu peux mettre des points, ça tourne, tu peux le gérer et tu fais ça avec 10 lignes de code. Enfin, je sais pas, ça utilise une librairie, mais en tout cas, je trouve ça pas stylé. Bien. Facilité d'apprentissage, c'est une bénédiction pour les débutants ou un nivellement vers le bas? Pour moi, c'est un avantage, ouais. Ouais, exact. Moi, je remets ça sur le même principe de, tu vois, on n'apprend pas l'assembleur, quoi. Non, bah oui, t'as raison. T'allais dire, c'est comme si on apprenait le latin pour faire du français, quoi. C'était pas très... Exactement. On va arriver sur la fin de cet épisode, mais avant, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Notamment, c'est quoi tes ambitions pour 2024? Tu nous as parlé d'une plateforme de formation pour développeurs. Elle sort cette année. C'est ça ton ambition? J'ai pris des jours de congé il y a pas longtemps pour écrire tout mes... Quelqu'un de très droit dans ce que je fais. Je prépare environ 100%. Moi, pour 2024, avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est mon kiff. Tu veux pouvoir pendre
Le trophée? Exactement. Ça, c'est l'objectif assez important, avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir un SaaS à 1 million de revenus annuels. Au moins, on vise très haut. Je vois qu'il faut commencer avec les premières pierres, mais ça va. Je vise beaucoup plus loin parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup moins d'incertitudes, etc. Et après, j'ai un revenu de chiffre d'affaires sur l'année aussi. Clairement. Comment tu traques tout ça? C'est au trimestre, tu regardes au trimestre si tu es sur la bonne courbe ou pas. Ouais, généralement, je fais du 3 mois, ouais, exactement. J'essaie de mettre, c'est assez compliqué parce que je suis très day to day et si d'un seul coup, j'ai pas envie d'être bloqué dans le sens, je reste flexible dans mes objectifs et je vois les objectifs vraiment comme une vision et comme un truc dans lequel je crois et qui me permet d'avancer et d'aller dans une direction précise. Si d'un seul coup, j'ai un nouveau projet qui m'excite de fou et que j'ai envie de tout arrêter pour ça, je suis jamais fermé à ça et c'est ça que je fais un job de liberté comme je fais actuellement qui m'offre une très grande liberté dans ce que je veux faire, donc ça c'est important. Mais sinon, j'essaie de diviser tous les 3 mois, je regarde les trucs qui peuvent m'aider à avancer vers mon objectif. Si les chiffres semblent converger si la courbe semble converger vers un endroit qui m'intéresse ou pas, mais je me flagelle pas trop. Et je suis pas très vraiment les objectifs de vision plus que des objectifs de se flageller. Pour finir sur une partie un peu rêve, ça donne quoi la vie à Bali? Pourquoi Bali? Et c'est comment du coup de travailler de Bali? Toi, du coup, t'as aussi voyagé à plusieurs endroits, c'est juste, tu m'as dit que tu voyageais tout le temps. Moi, j'ai ma base à Dubaï. Donc, je passe 6 mois dans l'année à Dubaï. Et après, je voyage plein temps. Tu voyages peu importe où, quoi. Ouais, là, je te disais, par exemple, je suis en Inde, à Goa. Très sympa. Moi, j'ai besoin de stimulation. C'est plus que quand je travaille, je suis intense sur mon travail. Mais par contre, je ferme l'ordinateur et je veux plus voir un écran. Donc, autour de chez moi, il faut que ça soit hyper stimulant. Et la chose que j'ai trouvé pour que ça soit hyper stimulant, c'est que le autour de chez moi change régulièrement. Tu vois, comme ça, Ouais. rien que le fait de sortir de chez moi, en fait, tout est nouveau. Tu vois, j'ai envie de tout découvrir. Un peu comme un enfant qui est là et qui est émerveillé de plein de choses. Ouais, je vois, c'est intéressant. Moi, ça me coûte énormément d'énergie mentale de faire ça. C'est-à-dire que j'aime l'inverse quand je travaille. J'aime bien tout savoir et faire des choses de manière, comme je t'ai dit avant, j'ai des journées très peu intéressantes. Là, je suis avec quelqu'un d'autre. Chaque jour, il me pose la même question et je réponds toujours les mêmes réponses parce que je fais toujours les mêmes choses aux mêmes heures, au même moment, de la même manière. Par exemple, moi, vraiment dans tous mes déplacements, parce qu'en fait, j'ai plutôt l'impression que je déménage à chaque fois pour 2 mois quelque part, tu vois, plutôt que je voyage. Par contre, il y a un truc qui reste constant, c'est mes routines, quoi. Tu vois, le sport, Ah mon ouais, organisation de travail, parce que sinon, en effet, tu ne t'avances pas. Donc, je te rejoins là-dessus, c'est quoi. vrai. Mais du coup, moi, quand je voyage, généralement, ça me prend un moment d'adaptation. On va dire. Pendant 1 mois à une nouvelle destination, mon cerveau, il est lent. Il faut découvrir les restos dans lesquels tu vas manger, à quel endroit tu vas habiter, etc. Tout ça, ça me coûte beaucoup d'énergie mentale. Mais donc là, ça fait quelques mois que je suis à Bali. Je vais rester 8 mois en tout là. Donc ça fait quand même un bout de temps. Et qu'est-ce que j'aime? C'est les services ici, c'est incroyable. T'es au paradis des services, entre le ménage, les, les trucs de lavement, de lessive. Les gars, ils viennent te chercher la lessive chez toi, ils te la ramènent chez toi, si tu bouges pas. T'as des services de salle de sport avec tout ce que tu veux, des saunas, des machins, tout est beau, t'as l'impression d'être au paradis. Et après, t'as tous les services, par exemple, là, le bureau que j'utilise, c'est un bureau que je loue, la chaise que j'utilise, c'est une chaise que je loue, ils te l'amènent chez toi, ils te set up ton machin, ils te posent, puis ils te barrent. Et finalement, la bouffe, qui est très simple à commander, qui est très bonne partout dans cette région. Canggu et Hainan, qui sont deux lieux assez nomadisés. Et donc c'est ça le dernier avantage, c'est que t'es vraiment pas en Asie, quoi. Tu vas de n'importe quel autre endroit d'Asie, t'as l'impression d'être en Asie, de Bali, mais ici t'as l'impression d'être en Europe, quoi. Les routes sont refaites parce que c'est très populaire, les magasins sont constamment refaits, il y a que ceux qui marchent le mieux et qui brassent qui restent. Toutes les salles de sport, tout ça c'est neuf, c'est beau, il y a pas de, il y a rien, il y a aucune culture balinaise. C'est vraiment en Europe, version
version avec des employés pas européens, quoi. Et tu dois rester du coup là-bas ou t'as d'autres points de chute qui sont prévus? Je vais retourner un petit peu en Suisse et en France, etc. cet été. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien le concept. Ça permet vraiment un confort de vie qui est assez incroyable, le décalage horaire qui est aussi assez avantageux parce que le matin, tu peux bosser, il y a personne qui t'envoie des messages. Après, c'est désavantageux si tu dois faire des calls ou autre élément de ce style qui pose effectivement problème rapidement. T'es Sinon, c'est tellement content que tu sois à cette partie-là du monde parce que pour une fois que j'enregistre un podcast le matin, d'habitude il tombe toujours le soir, tu sais, quand ton énergie a aussi, diminué. ouais. Ah, ils sont pas très à vouloir faire des podcasts à 7 heures du mat française. Ils sont pas motivés. Pourtant, c'est une super heure pour moi aussi. Et, et puis, effectivement, c'est si t'es aux US ou quoi, le décalage avec la France est nettement relou. Parce que là, du coup, quand tu te lèves, t'as toutes les plaintes toute la journée, tout le monde qui te gueule dessus. Quand tu vas te coucher et prendre du temps libre, c'est là où ils sont moins. Donc, ouais, non. Et niveau communauté, finalement, c'est ça qui est magique, c'est qu'ici, il y a plein de gens, plein d'entrepreneurs dans tous les sens, avec ce même mood, ces mêmes ambitions. Et, t'as moyen d'avoir des amis, quoi, ici, en étant nomade, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui restent long terme, qui reviennent très souvent. Très cool. Comment les auditeurs peuvent te suivre et te contacter? Alors, ils peuvent me contacter par message, sur Twitter, melvinxdev, Y sans E, Melvinx, un peu comme le lynx, dev, et puis sur Twitter, sur YouTube, tu peux chercher Melvinx, et normalement tu tomberas sur ce que j'ai pu faire. Ça va, je suis pas trop mal placé sur YouTube. En effet, ouais, je confirme. On va tomber directement sur toi. Eh ben, Melvin, je te remercie. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Au plaisir de se voir à Bali, du coup. Avec plaisir, ciao, ciao. Félicitations, vous venez de terminer cet épisode. Il a nécessité plus de 16 heures de travail. C'est le moment pour vous de nous soutenir et de le partager maintenant à 2 amis.